vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Grand Lac. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui plongera au cœur d'un sujet qui est crucial et complexe. C'est le dommage corporel en assurance. La plupart d'entre nous, on connaît le fameux sinistre en auto, le fameux dégât des eaux en habitation, le constat à remplir, la gestion du sinistre par la compagnie. Mais en réalité, on sait peu de choses sur la gestion d'un dommage corporel suite, par exemple, à un accident. Donc, ajustez le volume de vos radios, on va tout vous dire sur le sujet. Et aujourd'hui, je suis pas seul, c'est un sujet complexe. Donc, j'ai deux invités de marque qui apporteront leur expertise à cette émission. Tout d'abord, j'ai Farah Bellatrèche, qui est inspectrice chez Gann Assurance. Bonjour Farah. Bonjour. Et j'ai maître Florence Bessy, une avocate chez Chambéren spécialisée dans le dommage corporel. Bonjour. Florence. Bonjour à vous deux. Au cours de cette émission, on va explorer les dessous de cette réalité qui est souvent méconnue. Comment intervient un dommage corporel? Comment il est traité? À quel moment on fait appel à un avocat? Quels sont les recours possibles? Et on va vous expliquer comment les indemnisations des dommages corporels sont évaluées et quel est le rôle d'accompagnement de la compagnie dans ce cas-là et le rôle crucial de l'avocat dans des situations qui sont souvent délicates. Mais avant qu'on ouvre le sujet en profondeur, je vais vous laisser vous présenter. On peut commencer par toi, Florence. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Bessy, je suis avocate à Chambéry et j'exerce depuis 2011. Donc je suis spécialisée dans le dommage corporel. D'accord. Je défends uniquement des victimes. Donc je vais intervenir lorsque ces personnes sont victimes d'un accident de la circulation, victimes d'un accident médical. Donc sur le plan accident médical, ça va être assez large, tout ce qui est erreur médicale, aléa thérapeutique, infection nosocomiale, accident suite à une vaccination. Et je défends également les victimes d'accidents de la vie, une chute à la maison, un accident de jardinage, de bricolage, des accidents de sport et les victimes d'infraction. Donc j'accompagne ces victimes tout au long des procédures, qu'elles soient amiables ou judiciaires. D'accord, ça représente combien de dossiers par an, tout ça? Une centaine de dossiers. Une centaine, ouais. Plus ou moins complexe, j'imagine. Voilà, il y a du petit corporel comme du très gros corporel avec quelqu'un qui peut être tétraplégique, un gros trauma crânien, il y a vraiment de tout. Et puis là, ça va chiffrer en millions, je pense. Voilà, tout à fait. Ok, je te remercie. Et toi, Farah? Bonjour à tous, donc Farah Bellatrèche, inspectrice sinistre pour la compagnie Gann Assurance. Alors bon, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque effectivement j'ai démarré ma carrière en tant qu'avocat recours de victimes et puis ça fait une dizaine d'années que je suis inspectrice pour la compagnie Gann. Donc mon métier c'est également l'accompagnement de victimes. On saisit les inspecteurs souvent sur des dossiers qu'on appelle à fort enjeu, donc avec des taux d'incapacité environ de 15% et puis voilà tous les dossiers décès. Donc ma mission c'est effectivement d'accompagner les victimes dès la survenance et la survenance du sinistre et puis pendant tout l'accompagnement des expertises médicales et puis l'accompagnement financier aussi pendant toute la convalescence des victimes jusqu'à son indemnisation. Voilà, donc effectivement à l'époque j'étais plutôt donc dans l'accompagnement et dans la réparation de tout le préjudice et aujourd'hui au service de la compagnie, je suis dans la réparation de rien que le préjudice. Ok, là je suis quand même bien entouré d'expertes, ça promet. Je vais pas dire trop de bêtises aujourd'hui. Dans cette émission, vous savez, je propose régulièrement des solutions d'assurance pour que chacune puisse se protéger des conséquences financières d'un sinistre, qu'il soit matériel ou corporel. Dans les solutions, bien sûr, qui sont proposées par les compagnies d'assurance, on va trouver la prévoyance individuelle ou en entreprise, la fameuse garantie des accidents de la vie. On va vraiment s'arrêter sur le sujet parce que c'est la garantie la plus criante, la plus parlante pour tout le monde. On a aussi des assurances qui sont comprises dans des prestations de voyage, des licences de fédérations sportives. On va vous donner des exemples concrets au cours de l'émission, bien sûr. Ça, vous savez, on aime bien illustrer par des choses concrètes avec le cheminement d'un sinistre, l'indemnisation, les recours qui sont possibles. Vous allez voir, on va tout balayer ensemble et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Mais quand on parle de dommages corporels, ça reste quand même assez vague. Farah, tu peux nous donner une définition de ce que c'est un dommage corporel? Oui, alors le dommage corporel, effectivement, c'est un vaste sujet
peu connus, mais malheureusement dont on est parfois un peu tous confrontés. Effectivement, ça englobe un large éventail de préjudices subis par une personne, que ce soit sur le plan physique, psychologique ou moral, ce qu'on appelle aujourd'hui d'affection. D'accord. Et puis effectivement, ce sont des dommages qui peuvent résulter de tous événements, comme un accident de la route, plupart du temps, ou même un accident du travail, agression, erreur, accident médical, voire accident domestique également. Donc sur le plan physique, les dommages corporels, donc ils incluent effectivement ce qu'on appelle l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Ça peut être une petite blessure, un collier cervical, ecchymose, et ça peut aller sur des blessures beaucoup plus graves comme une tétraplégie, une paraplégie. Et puis on a également le versant psychologique qu'on prend de plus en plus en compte et qui parfois passe un petit peu entre les mailles du filet, mais qui est très important et qui représente effectivement tous les traumatismes émotionnels, tous les traumatismes mentaux, les stress post-traumatiques, ce qu'on connaît beaucoup, mais également l'anxiété post-traumatique, la dépression ou le retentissement psychologique après un dommage corporel physique. Et puis on a aussi tous les aspects moraux, ce qu'on appelle les préjudices d'affection. Lorsqu'on perd un être cher, eh bien, on va développer effectivement. Alors, on va avoir ce préjudice moral, et puis on peut aussi développer ce qu'on appelle le deuil pathologique, c'est-à-dire que le deuil malheureusement s'éternise, s'inscrit dans la durée, et on va développer de vrais troubles physiques liés à ce deuil pathologique. Ouais, je reviens sur ce que tu disais. C'est le fameux terme AIPP. Qu'on voit souvent dans les contrats d'assurance. On se dit, voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond Exactement. Ouais. L'AIPP, donc l'atteinte à l'intégrité physique, et on appelle également aussi le DFP, le déficit fonctionnel permanent. C'est aussi une notion similaire qu'on retrouve dans nos contrats. Ce qui m'avait marqué, moi, malheureusement, suite aux vagues d'attentats, c'était de voir effectivement le nombre de victimes directes des attentats qu'on a eu en France, et voir le nombre de victimes indirectes, c'est-à-dire qui avaient connu aussi des préjudices moraux, en fait, la perte d'un être cher, l'anxiété, etc. Et en fait, on se rend compte que sur des événements comme ça, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont touchées indirectement. En fait, le sinistre, c'est un peu comme un tremblement de terre et l'onde de choc, c'est-à-dire qu'on a l'épicentre de l'accident avec la victime directe, et on a toute cette onde de choc où on va avoir de nombreuses victimes indirectes qui ne se et vraiment c'est très important qu'elles soient reconnues dans leur qualité de victime. Dans beaucoup de mes dossiers, on a parfois une victime qu'on suit après un accident, et on se rend compte que l'épouse qui a accompagné les enfants qui ont vécu l'accident et qui sont les témoins privilégiés de tout ça doivent être reconnus dans leur qualité de victime, et ont droit à une réparation également de leurs préjudices. D'accord. Et au niveau juridique, sur le plan juridique, ça se passe comment au niveau des dommages corporels? Quels sont les recours des victimes, Florence? Tout d'abord, il faudra arriver à déterminer si on a un responsable dans le cadre de l'accident. Si on a un responsable, c'est lui qui va devoir indemniser la victime, et l'idée va être de replacer cette victime dans l'état dans lequel elle aurait été s'il n'y avait pas eu cet accident. Donc on doit vraiment évaluer tous les préjudices qu'elle peut avoir. Donc on peut avoir des préjudices qui sont extra-patrimoniaux ou patrimoniaux. Patrimoniaux, ça va être vraiment tout ce qui est évaluable en argent. Donc ça va être des pertes de salaire parce que la personne victime ne peut plus exercer son travail, donc de façon temporaire parfois, mais parfois aussi de façon définitive. Si on a quelqu'un qui est tétraplégique, du jour au lendemain, il ne va jamais reprendre son travail. Si c'est une personne jeune, il faut quelque part arriver à ce qu'elle ait son salaire, le salaire qu'elle avait, on va dire, au moment de l'accident, et les évolutions possibles jusqu'à sa retraite, quelque part. Donc on a des frais qui vont être en lien avec cet accident. Parfois il faut acheter du matériel. Une personne qui va être en fauteuil roulant, elle va avoir voilà, dans les gros préjudices, il y a tout un tas de matériel adapté au handicap dont il faudra qu'elle puisse faire l'acquisition. Une personne, il va peut-être falloir aménager son logement, parce que imaginons une personne, elle habite au premier étage sans ascenseur, elle se retrouve en fauteuil roulant, il va falloir soit aménager son logement si c'est possible, soit il va falloir financer un nouveau logement qui va être de plein pied, accessible, etc. Donc vraiment sur le plan patrimonial, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut lister un petit peu tous ces préjudices. Et puis il y a les préjudices extra-patrimoniaux. Donc c'est un peu ce dont on vient de parler avant, l'incapacité.
Parfois, cette incapacité n'est que temporaire. Bon, elle va avoir un plâtre et puis après, par exemple, pour une fracture, ça va se réparer. Mais d'autres fois, il y aura des séquelles définitives. Donc, ces souffrances aussi, temporaires, définitives, devront être indemnisées. Ça peut être un préjudice esthétique aussi, suite à un accident. Donc, on doit vraiment, on va dire, évaluer tous les préjudices pour replacer la victime dans l'état dans lequel elle aurait été sans cet accident, à savoir qu'évidemment ça va être un remplacement monétaire qui ne compensera jamais son état de santé, mais on essaye de faire au mieux pour qu'elle puisse avoir une vie décente jusqu'à la fin. Ben merci, c'est vrai qu'on pense quand on a un dommage corporel à se retourner directement vers l'assurance. Bon, bien sûr, c'est nécessaire, c'est pas toujours suffisant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on doit consulter un avocat lors de la survenance d'un dommage corporel, d'un sinistre corporel ? À quel moment on doit faire appel à toi ? Alors à quel moment ? Ça peut être un petit peu soit immédiatement après l'accident, mais j'ai vraiment des clients qui viennent à tout moment. Donc au début de l'accident, comme ça, je les aide, on va dire, dans toutes les démarches à faire, récupérer le dossier médical, prendre contact avec la compagnie d'assurance. Pour qu'ils soient indemnisés, il va falloir évaluer les préjudices. Donc, ça veut dire mettre en place une expertise médicale. Donc, ça pourra soit se faire de façon amiable si on arrive directement avec l'assureur à avoir une démarche amiable, soit on va saisir les juridictions pour obtenir une expertise judiciaire. Cet expert va évaluer les préjudices. Donc j'accompagne aussi les clients au moment de l'expertise, parce que c'est vraiment au moment de l'expertise que tout va se jouer, puisque c'est l'expert qui évalue les préjudices, et l'indemnisation se fera sur la base de cette expertise. Donc c'est important aussi d'être présent à l'expertise, parce que la victime quelque part elle n'y connaît rien, et dans le domaine du dommage corporel, elle va peut-être oublier de dire certaines choses. Par exemple, après un accident, elle va peut-être être aidée par ses proches pour faire sa toilette, pour faire ses courses, le ménage, et puis elle va se dire de toute façon c'est pas la peine que j'en parle puisque c'est mon conjoint, c'est mes enfants, c'est mes parents qui l'ont fait, alors que ça aussi ça va faire l'objet d'une indemnisation. Donc l'avocat va vraiment être là pour lister un peu tous les préjudices, faire le point avec la victime, l'aider aussi à faire un petit peu le tri dans tout ce qu'elle a, et puis pour que l'expert puisse faire une expertise correcte, il faut qu'il ait toutes les pièces importantes, donc toutes les pièces médicales, les arrêts de travail, etc. Et ça, on est là aussi pour aider la victime à apporter tout ça. Et puis en fin de parcours, pour l'indemnisation, moi je vais préparer la réclamation indemnitaire, donc si on a en amiable directement que j'enverrai à la compagnie d'assurance, soit de façon judiciaire. Et là aussi, il faut avoir quand même un certain nombre de connaissances du dommage corporel pour savoir ce qu'on peut demander et si la proposition qui va être faite va être correcte ou pas, si on accepte ou pas. Donc j'ai vraiment aussi des clients qui arrivent en fin de parcours, ils viennent d'avoir une proposition de la compagnie et puis ils me disent est-ce que je dois accepter, parce que moi j'ai aucune idée de savoir si mon préjudice, est-ce que ça vaut ça, est-ce que je peux avoir plus, donc l'avocat peut intervenir un petit peu à tous les stades de la procédure. Ok, si je comprends bien, on va avoir d'un côté ton travail qui va consister à lister finalement la valeur de l'indemnisation, tous les préjudices, et la compagnie va faire la même chose de son côté. Exactement. Et pour rebondir sur ce que dit Florence, c'est un vrai travail de partenariat. C'est vrai qu'aujourd'hui, une victime qui subit un accident, elle est profane, et c'est vrai que aujourd'hui le dommage corporel c'est un domaine très technique, c'est de la médecine légale, et donc ça nécessite effectivement d'avoir quelques notions. Et c'est pour ça qu'effectivement, lorsque l'avocat est saisi ou pas d'ailleurs, l'idée c'est de pouvoir accompagner la victime à tout moment. Et lorsque effectivement, ne serait-ce qu'un accompagnement financier est nécessaire, la compagnie, lorsqu'elle saisit un inspecteur et lorsque se rapproche de la victime, on peut d'ores et déjà débloquer des fonds, parce qu'une victime effectivement qui sort de l'hôpital, qui doit préparer son retour à domicile immédiat, parce qu'elle sort d'un centre de rééducation, on sait que son état n'est pas consolidé, c'est-à-dire que on ne va pas pouvoir régler l'entier préjudice, mais il va dès à présent devoir débloquer des fonds pour, par exemple, aménager un domicile pour une entrée en fauteuil roulant si la victime doit nécessiter d'un fauteuil pendant une période temporaire. Donc, dès le départ, il faut que cet accompagnement et l'indemnisation démarrent pour pouvoir accompagner la victime jusqu'à l'indemnisation définitive de son préjudice. D'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup de contrats d'assurance garantie accident de la vie, des contrats où on peut appeler ça aussi des contrats dits individuels accidents. Je sais que nos auditeurs, pour en discuter avec eux en dehors de l'émission, me parlent souvent en assurance de la notion de responsabilité civile.
on va donner des exemples dans cette émission de cas où on se fait mal tout seul ou d'autres cas où malheureusement il y a un tiers qui nous a causé du tort. Quels sont les recours possibles, Florence, pour un dommage corporel qui serait subi et pour lequel on n'aurait pas de contrat d'assurance, pas de tiers identifié? Comment ça se passe? Alors, pour avoir, il faut déjà voir si la personne a une garantie accident de la vie. Si elle en a pas, effectivement, il faut essayer de trouver un tiers responsable. Parfois, il y a quand même un tiers, mais qui ne va pas être identifié. On peut penser, par exemple, à un accident de la circulation où on aurait un délit de fuite ou une personne qui ne serait pas assurée. Dans ces cas-là, on a des fonds de garantie, notamment le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui va, en quelque sorte, remplacer la compagnie d'assurance et pouvoir indemniser cette victime. On peut penser aussi dans le cadre des accidents médicaux, au-delà d'un certain seuil de gravité ou pour les infections nosocomiales, on a aussi l'ONIAM qui va être un fonds de garantie qui va indemniser ces victimes. Ou pour certains accidents vaccinaux aussi, l'ONIAM va pouvoir se substituer à un assureur. Après, tout ce qui est responsabilité civile, on sait que chacun, on a une responsabilité civile obligatoire. Mais cette responsabilité civile, on va dire, elle indemnise les dommages que nous, on va causer aux tiers, mais pas les dommages qu'on va se causer à nous-mêmes. Donc, on a une responsabilité civile, c'est bien pour les dommages qu'on cause aux autres. Ou alors, quand on a des enfants, cette assurance va aussi indemniser les dommages que vont causer nos enfants ou les dommages. D'accord. On est aussi responsable des choses qu'on a sous sa garde. On peut penser, on va mettre un pot de fleurs sur sa fenêtre, ce pot de fleurs va tomber sur quelqu'un. C'est cette assurance qui va fonctionner. Mais si on se casse la figure, par exemple, tout seul dans l'escalier chez soi et qu'on n'a pas de garantie accident de la vie, on n'aura pas d'indemnisation dans ce cadre-là. Ouais, on voit que c'est assez complexe quand même tous ces sujets. Bon, c'est important de noter que le processus d'indemnisation, effectivement, il est complexe. Il dépend beaucoup des conséquences spécifiques de l'accident, des assurances en jeu, des lois locales et comme tu disais, de certains fonds qui peuvent exister et que les clients a priori ne connaissent pas. Donc on voit bien que les services d'un avocat spécialisé dans ces cas-là, ça peut aider finalement l'assuré à naviguer dans tout ce processus. Même si effectivement il y a un accompagnement de la compagnie, comme tu nous disais, Farah. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes et on continue cette émission en espérant que c'est pas trop technique pour vous, nos auditeurs, mais en tout cas pour nous dans le studio c'est très très clair et on remercie encore nos invités de leurs éclaircissements. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on a une émission spéciale sur l'assurance et le dommage corporel. Avec moi, j'ai deux invités, une inspectrice de la compagnie Gann Assurance et une avocate émérite de Chambéry spécialisée dans l'indemnisation et le dommage corporel. Juste avant la pause, on parlait avec toi, Florence, de la nécessité d'être accompagné par un avocat. Souvent, les gens nous disent, oui, dans les contrats d'assurance, il y a toujours des petites choses en plus qui sont pas utiles et pourquoi je pourrais pas enlever ça, pourquoi je pourrais... Et on parle souvent de protection juridique. Et nous, on leur explique que la protection juridique, c'est une assurance qui est pas forcément obligatoire, mais qui en demeure pas moins indispensable. Dans quel cas, toi, tes clients peuvent utiliser les protections juridiques proposées par les contrats d'assurance ? Alors, la protection juridique, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je leur conseille de l'apprendre si jamais ils n'avaient pas souscrit, parce que c'est vrai que c'est vraiment utile. Moi, en matière d'indemnisation de dommages corporels, je vais toujours fonctionner en deux temps. Enfin, un honoraire forfaitaire, un honoraire de résultat. D'accord. Donc, l'honoraire de résultat sera un pourcentage du résultat obtenu. Donc, si on a un résultat, et de toute façon, à la fin, une fois qu'on aura le résultat. Et l'honoraire forfaitaire, il pourra être justement pris en charge par cette protection juridique. Parce que la protection juridique, elle va prendre en charge des frais d'avocat, que ce soit devant le tribunal, mais après, même s'il y a un appel, devant la cour d'appel. Donc, c'est souvent des frais qui peuvent être importants. Elle va prendre en charge les frais d'huissier. Quand on saisit la juridiction civile, on est obligé de faire une assignation et la faire délivrer par un huissier. Donc, cette protection juridique va aussi régler les frais d'huissier. Et D'accord. Quand on va demander une expertise judiciaire, c'est toujours à la victime de faire l'avance de ses frais. Donc, si la personne a une protection juridique, c'est souvent la protection juridique qui va pouvoir avancer les frais pour que l'expertise puisse se mettre en place. Et une expertise judiciaire, souvent c'est pas à moins de 1 000 €. Donc, c'est quand même des frais importants à avancer au départ. Donc, après, on en demande toujours l'emboursement dans le cadre de l'indemnisation finale. Mais au départ, il faut quand même avancer de nombreux frais. Et si la personne a une protection juridique, cette protection juridique va pouvoir régler tout
tout ça. Oui, parce qu'on voit que certains avocats ne prennent pas l'aide juridictionnelle. Donc ça peut être quand même une bonne solution de remplacement. Et l'aide juridictionnelle, encore faut-il y avoir droit. Je pense qu'il y a des conditions il y a des conditions de ressources. Ouais. Donc tout le monde n'y a pas droit. Alors que la protection juridique, à partir du moment où on l'a souscrit dans son contrat, on l'a sans autre condition. C'est peut-être la différence. On va regarder dans des exemples concrets après la différence entre le règlement d'un sinistre, on va dire dommage classique. Par exemple, un accident de voiture. Une indemnisation de la perte matérielle, par exemple. On va avoir une indemnisation qui va arriver en bout de procédure. Pour le dommage corporel, on va regarder après, c'est différent. On va avoir, compte tenu des montants et des frais éventuellement engagés, on va avoir des avances en fait qui vont être réalisées pour que l'assuré se retrouve pas sans rien. On va pas devoir attendre le bout du processus pour commencer à être indemnisé. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Farah de la compagnie GAN Assurance que je représente également. Est-ce que tu peux nous donner des moyens concrets, nous rappeler quelques solutions de base pour faire face le mieux possible aux conséquences financières de ce type de dommages ? Eh bien, on en parlait justement un petit peu tout à l'heure. Effectivement, la garantie accident de la vie, souvent, les victimes que je côtoie font l'amalgame entre leur responsabilité civile dans les contrats multirisques habitation qu'on a, c'est-à-dire la garantie défense recours et RC, effectivement, qui garantit les accidents ou la responsabilité de l'assuré envers un tiers. Sauf que quand effectivement on est seul à la maison et que on est victime d'un accident sans tiers responsable, eh bien effectivement la garantie accident de la vie prend tout son sens. Et cette garantie accident de la vie, effectivement, va permettre de vous indemniser. Donc là, le cas concret que nous avons eu, effectivement, c'est une personne un dimanche qui tombe de son échelle malheureusement, accident, pas de tiers responsable, donc des pertes de gains, et donc qui va être transporté à l'hôpital. Eh bien, donc le sinistre est déclaré auprès de notre compagnie. Et donc là, sans tiers responsable, la compagnie va intervenir. Donc ce sont des contrats donc avec des garanties contractuelles. Donc effectivement, une liste de postes de préjudice qui est exhaustive. Et puis avec un seuil d'intervention donc en fonction du taux d'AIPP, donc entre 5 et 10%. Okay. Et puis un plafond d'indemnisation chez GAN Assurance qui est de 2 millions d'euros, donc qui n'est pas anodin. Et donc par ce biais-là, effectivement, c'est une solution d'assurance qui permet effectivement de couvrir donc toutes les personnes du foyer, enfants, parents, donc d'un accident et d'un préjudice corporel. Merci, on voit bien que c'est des sujets quand même qui sont hyper importants. N'hésitez pas à aborder ces sujets-là avec votre agent d'assurance ou tous vos conseillers en assurance, parce que c'est pas une fois que la chose elle arrive effectivement qu'on va pouvoir s'assurer. Au même titre qu'on peut faire des bilans sur l'épargne ou d'autres sujets, on peut faire aujourd'hui des bilans prévoyance et on peut ajuster des contrats pour se dire si demain il m'arrive un événement grave, sans tiers responsable, en fait, je peux m'apercevoir que j'ai rien, ou je peux m'apercevoir que j'ai quelque chose, mais que c'est pas suffisant. Voilà. Donc c'est important de consulter votre agent général. Si c'est mon agence à Chambéry, c'est encore mieux. Mais blague à part, le corporel, ça représente des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros en bout de piste. Donc n'hésitez pas à faire ces bilans-là avec vos conseillers. On va vous donner des cas pratiques à présent. Donc on va prendre l'exemple. Tu avais commencé, Farah, à nous en parler. On va prendre l'exemple d'un particulier qui a souscrit une garantie accident de la vie. On est dans une région montagneuse, il a un accident de ski, il y a des séquelles, il est gravement blessé. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment, toi, tu vas intervenir une fois que le sinistre il est déclaré ? Et toi, Florence, quel sera ton rôle d'accompagnante dans la gestion de ce dossier ? Alors, quand effectivement un de nos assurés chute en ski, effectivement, donc dans la mesure où il a souscrit cette garantie accident de la vie, donc il va effectivement dans un premier temps déclarer le sinistre. Déclarer le sinistre, donc c'est une déclaration qui va se faire auprès de son agent, qui va ensuite transmettre la déclaration au siège. Très rapidement, donc les équipes du siège qui vont être mobilisées vont adresser un questionnaire médical à l'assuré, à la personne victime, pour réclamer d'emblée ce qu'on appelle le certificat médical initial. C'est vraiment la pièce maîtresse du début de l'instruction du dossier qui permet d'évaluer assez rapidement le tableau clinique et les lésions initiales. Donc tout ça est envoyé à la compagnie
Et puis à partir de là, donc le dossier est transmis à notre service médical qui va évaluer les premières pièces médicales pour faire une première approche du dossier. À ce moment-là, effectivement, au regard de l'ampleur des lésions, l'inspecteur est immédiatement saisi. Donc, ce sont toujours des inspecteurs terrain sur la région donnée. Et puis, donc là, moi, je rentre en piste dans un premier temps, donc soit pour aller directement à la rencontre de la victime, soit de son avocat, si un avocat a déjà été saisi du dossier. Et puis, ça, donc, je rencontre cette victime pour faire un premier état des lieux avec elle. Si la victime est hospitalisée, est-ce qu'il faut d'ores et déjà prévoir un retour à domicile? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, un accompagnement financier. Est-ce que des travaux sont à mettre en œuvre pour pouvoir la rapatrier chez elle, etc. À partir de là, donc, une fois que on a évalué les premiers éléments, on va mettre en place ce qu'on appelle une expertise médicale. Donc, une expertise médicale, donc dans un cadre amiable, on privilégie toujours la voie amiable. D'accord. Donc, c'est un médecin qui va examiner la victime. Donc, l'idée de l'expertise médicale, c'est la première expertise, c'est un premier état des lieux, où l'expert donc va examiner la victime, étudier, reprendre un petit peu la chronologie et l'histoire médicale de la victime. Et puis, il y aura ensuite autant d'expertise médicale que l'état de la victime évolue jusqu'à cette dernière expertise médicale qui est l'expertise finale, c'est-à-dire que l'expert va considérer que l'état de la victime n'est plus à même de s'améliorer et il va fixer ce taux d'incapacité permanente. Et pendant tout ce laps de temps, eh bien, on va accompagner la victime. Si elle a perdu des gains, elle a perdu du salaire pendant cette période de convalescence, eh bien, on va combler. Et donc, on va apporter toutes ces provisions et cet accompagnement financier qui sera ensuite déduit de l'indemnisation finale. Et puis, lorsque la victime est consolidée, l'expert va rendre un rapport d'expertise avec des conclusions médico-légales. Et mon objectif, eh bien, c'est de traduire financièrement chaque poste de préjudice avec effectivement réclamer tous les éléments, également les dépenses courantes de la victime. D'accord. Et puis, mis bout à bout, nous avons l'indemnisation qu'on règle ensuite directement à la victime. Alors, avant de passer la parole à Florence pour la partie juridique, je précise à nos auditeurs que les sinistres matériels dans les agences d'assurance peuvent être réglés à l'agence dès lors qu'on a un dommage qui est corporel. Bien sûr, votre agent est référent du dossier, mais vu le niveau d'expertise et de complexité, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement par quelqu'un directement de la compagnie. Ça, c'est quelque chose à préciser qui a du sens, parce que nous, en tant qu'agent, voilà, on n'a pas la capacité ou l'expertise pour pouvoir évaluer un sinistre. Après, voilà. Donc ça, c'est important. Un dommage corporel va forcément être traité par le siège de la compagnie. Alors voilà, mais en revanche, ce que je tiens quand même à préciser, c'est que sur le plan humain, l'accompagnement de l'agent est très très important. On associe grandement nos agents généraux dans toute cette démarche, parce que les gens sont touchés dans leur intégrité physique. C'est quelque chose de très traumatisant, et c'est vrai que d'avoir effectivement cette porte humaine qui est l'agent général associé, et la dimension humaine dans la réparation du préjudice corporel, elle est incommensurable. Vraiment, l'approche humaine, elle est presque parfois plus importante que finalement l'approche financière ou technique des dossiers. Surtout que là, on parle pas d'une voiture ou d'un dégât des eaux. On est d'accord. C'est réécrire l'histoire de personnes que la vie a parfois a laissé de graves séquelles. D'accord. Du coup, Florence, à quel moment Farah nous donnait cet exemple-là d'une personne qui a un accident de ski. À quel moment tu vas intervenir? Au début, au milieu, à la fin? C'est un peu pour tous les dommages corporels, on peut intervenir quelque part à n'importe quel moment. Quand la victime finalement sent le besoin, le mieux c'est d'intervenir dès le départ, puisque on peut, comme je le disais tout à l'heure, là, vraiment l'expertise c'est le moment le plus important de l'indemnisation, parce que c'est cette expertise qui va déterminer l'indemnisation. Donc c'est important, je pense, de voir un avocat dès le départ, et puis savoir dans quel sens on part. Parce que là, on a un accident de ski. Effectivement, si cette personne a une garantie accident de la vie, eh bien, c'est bien de savoir ce qu'on a dans ce contrat. Parce que tous les contrats à garantie accident de la vie n'interviennent pas de la même façon, n'indemnisent pas les mêmes préjudices. Il y en a qui indemnisent plus ou moins. Donc c'est important de savoir. Tu vas décortiquer le contrat. Ce à quoi on a droit, pour leur dire, parce que souvent ils disent oui, j'ai un contrat, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et puis voir dans cet accident de ski, peut-être que il y a un responsable, peut-être que cette personne a été télescopée par une autre. Dans ce cas-là, on pourrait rechercher sa responsabilité. Peut-être elle a eu un accident parce que il y avait une mauvaise signalisation au niveau de la piste de ski, par exemple, auquel cas on pourrait mettre en cause peut-être la station.
On peut aussi avoir quelqu'un qui l'a télescopé mais qui ne se serait pas arrêté, mais on arrive quand même par d'autres témoignages à dire qu'effectivement il y avait quelqu'un. Dans ces cas-là, le fonds de garantie peut intervenir selon certaines conditions. Donc il faut vraiment faire un petit état des lieux, savoir ce qui s'est passé et puis identifier quelle sera la meilleure indemnisation possible. Parce que la garantie accident de la vie c'est bien, mais ça n'indemnise pas tout. Donc c'est toujours mieux dans un accident quand même d'avoir un tiers. Comme ça, qu'on a un tiers, on a indemnisé de l'intégralité des préjudices. Alors, une question qui revient souvent auprès des clients quand on parle de protection juridique et que effectivement il y a éventuellement des intérêts divergents entre l'intérêt de l'assuré et puis la compagnie d'assurance. Est-ce qu'un avocat ça fait peur? Non, je pense pas que... Au niveau du dossier, c'est-à-dire que du coup, Farah, par exemple, tu reçois un dossier, tu sais qu'il y a un avocat qui a été missionné, etc. Est-ce qu'il y a une approche différente? Tu vas pas me dire oui, mais non, mais naturellement, on sait qu'il y a quelqu'un qui veille quand même derrière, qui veille au grain. Elle sera différente parce qu'on sera entre deux professionnels du droit, donc effectivement l'approche est différente et peut-être d'emblée plus technique, mais quand même, je veux dire, c'est important parce qu'effectivement, on a un peu la caricature de l'assureur. Je veux dire, la dimension du service d'accompagnement et professionnel des inspecteurs, elle a quand même tout son sens parce que effectivement, une victime qui est accompagnée par un avocat, elle a un professionnel du droit à ses côtés, mais on tient quand même à apporter une vraie conscience professionnelle à notre métier et on a beaucoup de personnes parfois qui ne sont pas accompagnées parce que justement aussi l'avocat peut faire peur et ça paraît et donc qui ne veulent pas prendre d'avocat, où là aussi il faut qu'on apporte vraiment cette dimension humaine et un accompagnement sain et non pas entre guillemets au rabais parce qu'on essaye de payer le moins possible. Oui, on voit bien que l'assureur aura de son côté fait ses propres calculs. Toi, Florence, avec ton client, tu vas faire aussi tes propres calculs. Il y a souvent des différences importantes entre ce qui est proposé et ce qui est il y a souvent, ce qui est demandé. Il y a souvent tu peux nous donner quelques chiffres, toi aussi, Farah, vous avez l'habitude de ce type de dommages corporels. Après, c'est une question de lecture du dossier, comme on disait, effectivement. C'est vrai que on doit traduire financièrement des blessures, des douleurs physiques, des douleurs psychologiques. Pour toute personne, ça paraît assez artificiel de traduire ça financièrement. Donc aujourd'hui, on essaye de répondre à des référentiels indicatifs, ce que les tribunaux versent, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez barémisé. Mais il y a tellement de subjectivité dans ces dossiers que parfois c'est difficile. La vérité est souvent entre la réclamation et la proposition, et la plupart du temps on arrive à un accord consensuel qui ne sera peut-être jamais la vérité et peut-être jamais parce que ça reste subjectif. Ça reste très très subjectif. Mais voilà, l'idée effectivement c'est de pouvoir essayer de traduire et d'avoir une homogénéisation des réparations France entière. C'est-à-dire que aujourd'hui on répond quand même à des données jurisprudentielles que les tribunaux, que les cours d'appel, que la Cour de cassation verse, pour essayer d'avoir justement une approche pour que une victime de Lyon ou d'Aix soit autant protégée et autant indemnisée qu'une victime du nord ou du sud de la France. Puis peut-être aussi, Florence, avec l'expérience, tu arrives à mettre un curseur plus facilement, parce que si tu as l'habitude de traiter des dossiers, tu vois à peu près en général ce qui est proposé, ce qui est possible. Oui, tout à fait. Quand on a une proposition, on peut dire d'emblée à la victime si potentiellement on pourrait obtenir plus, ou si globalement c'est à peu près ce qu'on peut obtenir généralement. Ça, on le sait tout de suite. Alors après, il n'y a pas beaucoup de différence, donc c'est vrai qu'on va simplement, moi je vais juste faire un courrier, par exemple, si la personne vient de me voir, on va dire en fin de parcours, elle vient d'avoir la réclamation et elle me demande si ça correspond, je vais faire un courrier à la compagnie et on arrive toujours à négocier un petit peu plus. Après, il y a d'autres dossiers où il y a tellement d'emblée un écart que on va se retrouver devant une procédure judiciaire et puis après ce sera le juge qui va trancher. C'est sûr, mais je dirais que pour les gros dossiers, globalement, c'est quand même souvent en procédure parce que il y a tellement de préjudices et qui s'étalent sur la durée. On va prendre quelqu'un de tétraplégique à 20 ans, il faudra quand même l'indemniser jusqu'à son décès. Ouais. Donc on a tellement de paramètres qui vont jouer c'est quand même beaucoup plus compliqué, je trouve, d'avoir un accord parce qu'on a plus ou moins des barèmes, des référentiels, mais on n'a pas les mêmes entre les avocats, les assureurs quelque part. Donc parfois, il y a vraiment des grosses différences qui font que on pourra pas négocier, quoi.
C'est vrai que reconstituer une perte de revenus sur la base d'un historique peut-être de 10-15 ans, je pense que c'est plus, entre guillemets, facile que d'aller estimer un préjudice moral. Oui, puis même un préjudice, vous avez un jeune qui a 20 ans, il était juste en train de commencer ses études, ça va être beaucoup plus compliqué d'évaluer ses pertes futures parce que peut-être il aurait très bien réussi ses études, peut-être pas, on n'en sait rien, peut-être il se serait réorienté, il aurait fait un autre travail. Si vous avez quelqu'un qui arrive à 50 ans, il a 30 ans de carrière derrière lui, on arrive à évaluer les revenus qu'il percevait et on peut logiquement imaginer que jusqu'à sa retraite, il aurait fait ce même travail. Donc c'est vraiment différent selon les victimes, quoi. Après, c'est un vrai travail de création parce que je veux dire, c'est à l'indemnisation de s'adapter à la victime. Et aujourd'hui, pour chaque victime, on va avoir un type d'indemnisation différent. Effectivement, un salarié à temps plein ou un fonctionnaire où on est capable de reconstituer sa carrière parce que tout est très barémisé par des arrêtés, etc. Alors qu'effectivement, pour une personne de 20 ans, eh bien, ça va être toute son histoire, tout l'étayage familial et on va essayer de reconstruire un film finalement qui n'existait pas jusqu'alors. Et c'est cette lecture-là dont je parlais où effectivement, qui peut être souvent peut-être un peu plus favorable pour l'avocat de victime et puis nous quelque chose de peut-être plus rationnel va faire qu'effectivement on va avoir un écart et puis c'est une matière qui évolue grandement. Les victimes d'il y a 10 ans, 20 ans ne seront pas indemnisées comme les victimes de 2023 parce que c'est une science, c'est un domaine qui est vivant, qui est de nature à vivre et puis il y a des postes de préjudice qui n'existaient pas à l'époque, qui sont créés aujourd'hui et puis d'autres plus tard. Donc on est obligé de s'adapter à l'évolution de cette matière. On voit que c'est complexe. En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui pour cette émission sur le dommage corporel. On a pu voir ensemble, on va dire, l'envers du décor, même si ce décor, c'est pas forcément un décor bien heureux, hein, c'est plutôt un décor malheureux. Mais je pense que c'est important pour tous nos auditeurs qui ont des contrats ou qui hésitent à souscrire un contrat d'assurance accident de la vie ou autre contrat de prévoyance, de se dire effectivement un dommage corporel, ça peut entraîner des conséquences financières très très fortes et pour ça, faut être bien accompagné par votre assureur et bien accompagné par des professionnels du droit. Donc je vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Petit aparté sur l'emploi des indemnités corporelles. Je sais qu'on a plus le temps, mais je voulais dire un petit mot. Avant de verser des indemnités corporelles sur un support sans un conseil préalable, c'est pas forcément une bonne idée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre assureur qui saura vous conseiller quel placement utiliser lorsque vous devez, comme on dit, réemployer des indemnités corporelles. Les conséquences sont pas les mêmes si vous les mettez sur un livret, sur une assurance vie ou un contrat de capitalisation. L'émission touche à sa fin. Je vous retrouverai dans 15 jours pour la dernière émission de cette année 2023. Aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs émissions. À 13h, vous allez avoir La Nature et vous, animée par Sandrine. Il y aura une émission spéciale aussi. C'est en direct sur le marché de Brison-Saint-Innocent. Vous délocalisez Non, c'est ici au studio, mais c'est sur le marché de Brison-Saint-Innocent avec Sandra et Jean-Pierre. Ce sera à 17h. Et à 18h15, vous retrouverez notre cher ami Pierre-Luc pour Un jour, un lac en entrepreneur. Et le thème sera l'apprentissage. Beau programme sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.